De tout temps, l'homme n'a pas écouté d'album, alors pourquoi est-ce que nous on en écoute? D'ailleurs je dis ça, si ça se trouve vous en écoutez pas, ou vous en écoutez plus, et honnêtement je sais pas si c'est grave ou si ça fait de vous de mauvais auditoristes. En fait on a tendance à l'oublier, mais notre expérience de la musique elle est hyper bizarre et surtout elle est hyper nouvelle. Et quand je dis ça, je parle pas juste des plateformes de streaming musical, je veux parler de la musique enregistrée en général. Qu'on prend aujourd'hui comme une norme, alors que ça a vraiment pas du tout toujours été le cas. Il y a un an, j'ai fait cette vidéo où j'écoute un album par jour pendant un mois, et du coup pendant le processus j'ai été amenée à me poser plein de questions sur le format album. Et en fait ça fait un an que je continue à m'en poser plein. Pourquoi est-ce qu'on fait des albums? Pourquoi est-ce qu'on en écoute? Qui a décidé que ça deviendrait un format clé? Depuis quand c'est un format clé? Si on revient aux bases, qu'est-ce que c'est en fait un album précisément? Est-ce qu'on peut en donner une définition précise? Est-ce que l'industrie et les auditoristes ont la même définition? Est-ce que les albums c'est vraiment des œuvres? Est-ce qu'il faut absolument sauver le soldat album? Est-ce que c'est si grave qu'on en écoute de moins en moins? Ou est-ce qu'en vrai on s'en fout un peu? On va essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, so stick around, we'll be right back. Pour répondre à toutes ces questions, je suis pas restée toute seule. Je suis allée discuter avec Romy, Marco, Johan, Romain et JB. Tu fais une vidéo sur quoi là? Sur le format album. D'accord, très bien. Et Jalal qui est la vraie star de cette vidéo, mais je vous explique tout à l'heure. Attendez là, il va y avoir à ce moment-là un passage extraordinaire. Écoutez, hasard de dingue, mais il se trouve que je suis make-upée, habillée, coiffée et que ma caméra elle est parfaitement cadrée. Je me dis, je vous fais une petite séquence, ce serait con. Non, je voulais d'abord vous parler en fait de mon rapport aux albums avant qu'on se plonge dans le sujet un peu plus en général de la naissance du format et qu'on commence à répondre à toutes les questions qu'on s'est posées en intro parce que comme d'habitude, ces vidéos sont assez subjectives et donc c'est important qu'on situe qui je suis et d'où je parle. C'est parti. Mon rapport à l'album commence dès mon plus jeune âge. Non, mon rapport à l'album commence depuis mon plus jeune âge, c'était pas une blague. Je suis née en l'année 2000, donc c'était encore beaucoup de CD, il n'y avait pas du tout de plateforme de streaming ni rien. Donc je me souviens que mes parents écoutaient beaucoup d'albums. Parmi les premiers que j'ai écouté, dont je me souviens, je pense le premier souvenir que j'ai c'est Le Temps des Gitans, donc qui est la bande originale d'un film qui s'appelle Le Temps des Gitans, qui est un film de Emir Kusturica, et la musique elle est faite par Goran Bregovic. Ceux qui savent, vous savez que je vous en ai déjà parlé. On écoutait beaucoup ça, je me souviens d'un disque de Sezen Aksu, je saurais pas dire le titre de l'album, mais c'est un album, la pochette elle est bleue. Sezen Aksu c'est une chanteuse turque. Il y avait aussi un album d'un groupe kurde qui s'appelle Kardeş Circulaire qu'on écoutait beaucoup, et globalement si on écoutait ce style de musique là c'est parce que la moitié de ma famille est turque, d'où les influences musicales. Je sais que j'en parle à chaque vidéo, je suis désolée, c'est vraiment important, ça a vraiment trop fait partie de mon enfance. Siembra, l'album de Willy Colon et Rubén Blades, qui est un des albums les plus importants de l'histoire de la salsa, vous commencez à connaître la chanson. Ensuite, les albums que je me suis appropriés, les premiers en fait que je me suis appropriés en tant qu'album, c'était évidemment classico-classique, Off the Wall, Thriller, Bad, Michael Jackson. Je me rappelle le jour où j'ai découvert, je me rappelle avoir volé le CD, je pense que c'était Thriller le premier que j'ai volé. Je me souviens avoir pris le CD d'en bas dans le salon de mes parents, le monter dans ma chambre et n'ont jamais revu le disque. Voilà, c'est les premiers albums que j'ai consommés, et en fait ce qui est drôle, et ça me manque un peu, et peut-être que vous avez cette nostalgie, je me souviens encore, je pense, du numéro des tracks qui me plaisait. Je sais que Man in the Mirror, c'est la track 7 de Bad. Je sais que The Way You Make Me Feel, c'est la track 2. Je sais que Speed Demon, track 3. Smooth Criminal, j'ai de la merde, la 5. Ma préférée de Off the Wall, c'était la 9. Je sais que Off the Wall sur Off the Wall, c'est la numéro 5. Bref, vous avez capté. Je me souviens encore de ça. Et donc, ce qui amène un nouveau point qui est important pour notre vidéo. En fait, dès le début, forcément, j'avais des focus tracks dans ma tête. J'utilisais pas ces termes de maison de disques, mais j'avais déjà des tracks que je préférais. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup écouté d'albums jusqu'à ce que j'arrive au collège et que je découvre qu'on n'est pas obligé d'écouter des albums. Dinguerie. Je me souviens du jour où j'ai compris. J'étais dans le bus, j'adore name drop les bleds du sud, donc je vais name drop les bleds du sud. Je prenais un bus pour aller de Saint-Christo à Caser-sur-Garonne au collège du Plantorel. S'il y en a qui ont la ref, vous êtes obligés de mettre un commentaire. Bref, je suis dans ce bus, nanani nanana, je fais ma life, et là je vois des troisièmes, moi je suis en 6e ou 5e, je vois des troisièmes qui s'envoient des musiques par Bluetooth. Tu as capté le début des téléphones, on était en pétard sur le Bluetooth. Et je les regarde comme ça, je suis genre... Une
une chanson comme as, genre comment c'est possible? Et ça m'avait choqué. Et moi à cette époque, je me rappelle même les tubes de moi à l'époque du collège. Moi j'écoutais encore les albums. Ici Yaïla du futur, venue pour réparer les conneries de Yaïla du présent. Quand je dis moi j'écoutais encore les albums, je veux pas avoir l'air condescendante, sauf que c'est un problème que j'ai dans la vie, j'ai l'air méga condescendante. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai voulu dire par là. Quand je dis ça, je veux dire bizarre que j'écoutais l'album derrière le single alors que j'aurais pu faire comme tout le monde et pas essayer de faire mon intéressante à écouter tout l'album. Même si je trouve ça cool, je trouve ça étonnant. Donc je dis ça dans ce sens-là en mode moi j'écoutais encore les albums. Je veux pas dire moi j'écoutais encore les albums. Vous voyez la virgule que je sais pas bien placer visiblement. Si seulement ça marchait ça dans la vie, Yaïla du futur qui répare les conneries de Yaïla du présent, ce serait un rêve. Donc j'en profite ici vu que j'ai le full contrôle sur ce qui se passe. Voilà. Moi j'écoutais encore les albums. C'est-à-dire que quand Pharrell Williams arrive avec Happy, avec ma sœur, on écoute tout l'album Girl, qui d'ailleurs est légendaire et je vous conseille 80 000 fois d'aller l'écouter, il est trop bien. Pareil quand Justin Timberlake, il a le single qui a tout pété là, Mirrors, moi je m'écoute tout la 2020 Experience qui en plus a un double album. Je sais pas, j'avais ce truc de c'était logique. Bref. Plus tard quand j'ai commencé à avoir ma plateforme de streaming vers 4e, 3e, j'ai commencé à écouter des morceaux tout seul, mais j'ai toujours eu ce rapport, par exemple j'ai toujours attendu à partir de cet âge-là les sorties des albums que j'attendais à minuit. Enfin, genre, je restais réveillée le jeudi soir pour que ce soit vendredi matin, minuit, et que je hit play à l'instant où ça sort. Voilà mon rapport aux albums. Et aujourd'hui, j'écoute encore beaucoup des albums en entier. Je kiffe trop ça, je trouve ça important. Et du coup, voilà, c'est là où je voulais en venir. Mon rapport par défaut à l'album, c'est de le sacraliser et de trouver ça important et de trouver ça essentiel. Sauf que j'aimerais, et c'est ça le sujet de cette vidéo, remettre un peu en question ça, parce qu'en fait, c'est pas du tout un truc qu'on a tout le temps fait. L'idée là, c'est de confronter mon avis un peu de classico-bobo puriste, même si je suis pas une puriste de son, attention. Je le suis à des endroits sans faire exprès, malheureusement. Bref, voilà, c'est de déconstruire un peu ça, parce que je suis pas d'accord avec moi-même. Vous avez capté ou pas? Je suis pas d'accord avec le fait que c'est sacré les albums. Pourtant, je trouve que c'est sacré les albums. Et je refuse de dire l'inverse. Mais je trouve ça complètement con en même temps. J'ai pas écouté d'album pendant hyper longtemps parce que je crois qu'on m'avait pas trop éduqué à ça, ou si on m'avait éduqué, moi je m'étais rééduquée un peu en contradiction par rapport à mes darons. Déjà, j'ai mis du temps dans ma vie à commencer à écouter de la musique. Genre, j'allais pas au collège le matin avec des écouteurs. Ben, en vrai, ouais, petit, j'écoutais pas mal d'albums avec ma mère. Je sais que ma mère, elle était fan de reggae pendant longtemps, donc du coup, j'ai été bercé avec pas mal d'albums de reggae. Ça me gavait de fou en fait d'écouter tout le temps les mêmes musiques et d'écouter tout le temps les 4-5 mêmes albums et de savoir que les trajets de 15 minutes allaient pas durer plus et que j'allais jamais pouvoir aller au bout. Et j'avais l'impression que c'était genre comme une prison d'albums. Ouais, moi j'aime beaucoup écouter des albums. Mon rapport à la musique a commencé avec par exemple l'album de Michael Jackson, Thriller, forcément. À la suite de ça, j'ai eu mon premier Walkman. Qui dit Walkman dit CD et qui dit CD dit forcément que album. Non, ça s'est débloqué plus jeune, pardon, c'est de la merde. Ça s'est débloqué plus jeune quand j'étais fan, quand je suis devenue fan des One Direction. Si tu t'avais écouté les 3 bangers et que tu connaissais pas les titres un peu délaissés, un peu cachés, qui avaient moins tourné, t'étais pas vraiment une vraie fan. Donc je crois que je me suis forcée à écouter des albums comme ça. Ou surtout, en fait, moi maintenant, la méthode dans laquelle je suis de fou, c'est genre les EP. C'est trop le format qui m'attrape. Vous allez bien? Très bien, très bien. Pour comprendre comment et pourquoi l'album est né, je suis allée au Phonomuséum, qui est le musée du son et de la musique enregistrée, qui se trouve en face de la Cigale à Paris. J'y suis allée pour rencontrer Jalal, qui nous a fait une visite d'une partie du musée, pas tout. Vous pouvez toujours y aller et découvrir plein de trucs. C'était passionnant, vous allez voir. Par où tu veux qu'on commence? Ça commence, on va faire juste un démarrage historique rapide. Première étape, c'est à apprendre à savoir, c'est ce monsieur, Édouard Léon Scott de Martinville, à Paris en 1857. Il a eu l'idée d'enregistrer les vibrations qu'une voix dégage ou qu'un instrument dégage. Et il a réussi à le faire. Il a réussi à le capter sur une feuille enduite de noir de fumée. Ouais, c'est pour la première fois on voit toutes ces oscillations. C'est les premières waveforms en fait, ça. Exact. Et en 1857, et c'est à Paris. Ça donne vraiment l'idée de départ, mais si on peut entendre, c'est encore mieux.
Ah, c'est ça. Donc là, à ce moment-là, on peut voir. visualiser. C'est Voilà. fou. On peut Voilà. voir Ce qui se l'enregistrement, passe. mais on peut Ouais. pas l'entendre. On peut pas l'entendre. Et c'est lui qu'il découvre que le seul moyen pour qu'on puisse entendre ce qu'on enregistre, il faut que ce soit une gravure. Mais lui, c'est juste la partie théorique. Il n'a pas pu concrétiser Ouais. ses idées, faute de moyens. Et c'est lui qui a concrétisé, en 1877, c'est Thomas Edison. Et ouais. Et il a dit, pourquoi pas, on peut essayer. La première fois qu'on a réussi à enregistrer et entendre sur une feuille d'étain, et on enregistrait comme ça dedans. Il fallait parler très fort, et on parlait très fort dedans. Nous, on est nés avec la musique enregistrée, qu'on écoute, radio, etc., cassette, CD, n'importe. Mais les gens qui sont pas nés avec, d'entendre une voix humaine sortir d'une machine, c'était pas possible. Et ça veut dire, une fois la feuille, on l'a enregistrée, on peut l'écouter 5-6 fois. Ah oui, Mais après surtout, les TED. une fois on l'a retirée, et on peut plus la remettre. Ça, je connais, mais tout ce que tu m'as montré avant, j'étais pas du tout au courant Voilà. qu'il y avait eu Mais ça avant. c'est À partir de là, j'ai quelques notions. Et les cylindres, on achetait ça en boîte comme ça. Ça, c'est un cylindre en cire. Parce que donc, c'est où? C'est là, Là, voilà. ça Ouais. se voit quasiment pas. Ouais. Et quand on a enregistré, on peut effacer aussi. C'est ça l'intérêt. C'est C'était parce déjà que des cassettes, en fait. ouais. Et les premiers qui ont vraiment popularisé cette approche, c'est les forains. Parce que c'était devenu une attraction foraine. Je C'est pas, savais pas. justement parce que les gens ne croyaient pas que c'était possible d'entendre un Donc, c'est devenu enregistrement. une curiosité, en fait. Une curiosité, et on va payer. Vous voyez, là, c'est les écouteurs. Normalement, il y en a 15. Et on vend. Ça veut dire, on vend l'écoute. On paye 1 sou pour pouvoir écouter. Mais du coup, ça, quand même, les cylindres, ils ont été commercialisés. Ah Ça, oui, la là, c'est première fois. la première fois qu'on peut acheter un support. Mais surtout, quand ça commençait à prendre vraiment de l'importance, du coup, les grandes marques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié le format dictaphone et faire, pour le modèle commercial, ce qu'on appelle le standard, des cylindres moulés. Donc, déjà gravé. Déjà gravés, et les cylindres moulés, on peut rien faire, on peut pas copier, on peut rien faire. Donc ça, c'est les premiers cylindres gravés, Commercialisés. moulés, Voilà, moulés. sur lesquels Ouais. on peut rien réécrire. Ouais, à partir de 1903. Bah déjà, c'est pas la même matière. Non. Voilà. c'est- Et donc là-dessus, il y a combien de temps de musique? 2 minutes, 2 minutes 30. Est-ce que c'est à partir de là que le format radio Ah il oui. s'est imposé? Ah oui. Le format single. Voilà. C'est ça. On peut se mettre dans le contexte de l'époque. Hein. Toutes les chansons anciennes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Il démarre, il enregistre, et à un moment, le chariot, voilà, de la machine. Donc, hein, quand tu dis le le chariot, c'est voilà, ça c'est la partie de lecture. qui Ah, va- il arrivait là. Mais la chanson n'était pas venue. Ouais. Et là, ils ont dit, zut, comment faire? Et là, ils ont commencé à modifier les chansons anciennes, Ah ouais. couper dedans, retirer des couplets pour que ça rentre dans le format. Voilà, on va écouter un cylindre de 1903. Là, on a remonté, il n'y a pas d'électricité. On va juste écouter un cylindre de 1903. On remonte la machine à ressort. Là, on libère le ressort. Il y a un régulateur pour la vitesse. Et hop. Là, c'est la partie, il n'y a pas d'enregistrement. Vide. Je vais me mettre là pour bien l'entendre. I've often heard my daddy speak of Ireland's lake and dale. C'est ouf. Someplace much Ensuite, Et où est-ce que après, tu le nous disque, emmènes? voilà, le disque, il peut avoir plus de succès parce que c'est plus pratique, C'est plus facile à stocker. pressage, à stocker. Et ça veut dire de 1900, on va dire de 1903 jusqu'à 1920, il y avait le disque et le cylindre. Parce qu'Edison, il a perduré le cylindre jusqu'à les années 20. Et après, à partir de 1920, le cylindre a disparu. Ouais. Et le disque, après, ça s'est amélioré. Parce que, par exemple, on va écouter un disque de la même époque, ça veut dire il est de 1904, le même enregistrement qualité, ça veut dire acoustique. Là, par exemple, le disque que tu viens de nous faire entendre, en quelle matière il est fait et à quelle rotation il tourne? Alors, il tourne à 78 tours ou 80 tours. Il y avait on pouvait régler, il y avait comme le pitch. Et la matière, c'est une pâte. C'est de la gomme lac, C'est ça poudre qu'on appelle le d'ardoise. shellac. Voilà, exact. Parce que gomme lac, shellac, ouais, c'est ça. Ils étaient plus fragiles que les vinyles que nous, on connaît Ah oui, aujourd'hui. oui, Il y a ça complètement. Oui, là, on en a par exemple ici qui sont un peu usés, où ils ont des défauts.
Ouais, là, on voit tout, ouais, il y a une petite cassure, là. Ouais, Mais sinon, si j'appuie là très fort là-dessus, il casse. ouais. Mais même, il est plus Lourd. lourd et rigide qu'un Ah oui, vinyle. oui, oui. C'est ça aussi. Pourquoi? Parce que comme il n'y avait pas d'amplification électrique, que ce soit à l'enregistrement et à l'écoute, la matière, il fallait qu'elle soit sonore. Vous voyez? Waouh, oui, ça pouvait pas être souple, sinon Voilà. ça Ouais, sonnait pas, quoi. Ouais, ça sonnait pas. Voilà. Et du coup, là, on a parlé des 78 tours Oui. en shellac qui sont, du coup, la norme jusqu'à quand? Jusqu'à les années 50, jusqu'à l'arrivée du vinyle. Et du coup, à ce moment-là, vu qu'ici, on parle du format album, Mhm. je sais que les 78 tours, c'est là qu'on commence à parler d'album. Oui. Quelle forme ça prend? Alors, Qu'est-ce pour qui les se passe 78 tours, la notion album, les premiers albums qu'on a utilisés, c'est tout simplement un album où on range dedans, comme un album photo. Ouais. Ça vient de là, le mot. C'est un C'est album. un album. Voilà. On collecte des objets, on met dedans. Parce qu'à Ça- 78 tours, on peut toujours imprimer que 3 à 5 minutes sur chaque face de musique. Voilà, ouais, même pas, ça veut dire 2 minutes 30, les 4 minutes et quelques, c'est les disques plus grands. Mais du coup, pour faire un album, chaque 78 tours, c'est une chanson sur chaque face. Oui, Et du coup, pour avoir un album, c'est l'objet, mais t'en as, tu vas nous montrer, ah oui. ranger plusieurs Voilà. disques. Et surtout, les premiers albums, comme tu l'expliques, on a fait ça pour la musique classique. La musique classique, parce que c'est des œuvres qui durent, par exemple, 2 heures. Et du coup, on a un album où il y a 15 disques, 16 disques. Mais c'était pas le plus grand de succès. C'était pas important. Ce qui était vraiment très bien au démarrage de l'industrie musicale, ce qui l'a vraiment promu le plus, c'est la chanson populaire. En fait, les premiers albums, on ne crée pas de la musique pour créer un album. Non? On imprime de la musique préexistante Voilà. sous forme d'album avec, du coup, c'est pour ça que les trucs classiques qui sont longs Voilà. se prêtaient bien à ce support-là. Après, ce qui est intéressant aussi quand on parle de la première notion d'album, le mot album, il a démarré même avant qu'on a commencé à commercialiser du cylindre et du disque. Ok. On va vous montrer là. Hein. Venez voir. Alors, on va enlever ce pavillon pour le voir mieux. Hop. Vous voyez là? Pourquoi pas? Gabriel Montoya. Montoya, Ouais. por favor. C'est 10 plus belles chansons. Vous voyez? Là, c'est vraiment l'album. Mais c'est quoi ça, du coup? C'est l'album, ça veut dire c'est plus belles chansons. Il y a le texte. Ok, mais ça, c'est Et la commercialisé. partition commercialisée. C'est-à-dire, on pouvait les interpréter, les chanter. N'importe qui pouvait. Ah, mais là, tu parles du livret. Oui, mais c'est là voilà. pour la première fois où on voit le mot album. Et donc là, on parle plus de musique enregistrée. Enregistré. Ça, c'est avant. On parle, en fait, tu peux acheter l'album qui est le livret de paroles Paroles et musique. et musique, mais alors sur quoi, du coup? Musique C'est Les partitions. partitions, Oui, etc. voilà. Oui, c'est comme si aujourd'hui, on pouvait acheter la partition de Bad Bunny, son dernier album, plus les paroles et les interpréter chez soi. Ouais. Ce qui est intéressant, les albums 78 tours, c'est qu'on a fait les succès. Voilà. Ça, c'est pas un album composé. Attends, mais ça a été fait en quel... Ça, on est dans les années 50. Quoi le dessin ici, ça, c'est un truc des Ouais, années 50? ouais. Ça me paraît hyper moderne, en fait. ouais. C'est dingue. Et du coup, on décide, le label Vox, il décide de sortir les succès de Piaf, mais c'est pas un album composé. Oui, j'allais dire, en fait, c'est comme on si on pouvait que... Enfin, les albums, c'était que les best-of Voilà, des voilà. artistes. hein. Ouais, c'est un best-of, exact. On va vous montrer quelque chose de sympa, très spécial. C'est un album qu'une personne a fabriqué lui-même. Donc, Ça un veut dire toute la particulier, un conception. éditeur. Ouais, un particulier. Le carton, même les feuilles, les séparations à l'intérieur, Waouh. pour mettre, dans les années 30, Maurice Ravel, Rhapsodie espagnole. espagnol. Et qu'est-ce qu'il a fait en plus? Lui-même, il a fait comme une cover. le cover lui-même. Et là, on est dans les années 30. Et ce monsieur, je me souviens plus de son nom parce qu'on a acheté ça à sa famille, il faisait venir tous les dimanches des amis pour leur faire découvrir ce qu'il adore, ce qu'il aime bien. Et ça, c'est, je crois, sa fille ou sa petite fille, il m'a raconté cette anecdote. Elle disait, alors, attendez là, il va y avoir à ce moment-là un passage extraordinaire. Voilà, C'est moi dans les années 30. Ça, c'est l'album fait maison.
Ah, c'est trop mignon. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui fait des playlists et qui veut faire découvrir aux gens, quoi. Oh, et ça, c'est un album, plus tard, vinyle, du commerce. Ouais. Mais c'est magnifique. Et c'est ça ce qui explique le retour du vinyle. Ouais. Parce que c'est ça, c'est beau. Et c'est cette taille-là. Un truc qui est pas normal. Une fois, pareil, ça, je voyais le une fais chez surépaisseur comme ça, et je retrouve un petit papier, une petite déclaration d'amour. La personne avait caché dans le coin comme ça. Et c'était marqué, tu vas me trouver ou tu me trouves pas, ou tu trouves cette feuille ou tu trouves pas, mais c'est si tu la trouves très tôt, tant mieux, et si tu la trouves trop tard, dommage. Et aujourd'hui, on est en train de se demander, attends, je réponds pas tout de suite à son message. Putain, mais quel beau gosse. Ça me donne envie de réécouter du Jacques Brel. Ah oui. Et après, voilà, on parle de vinyle. Après, voilà, la notion album, c'est le premier album qu'on a fait. Je l'ai pas ici sous la main. C'est South Pacific. C'était une comédie musicale. Ouais. En 47. Et c'est la première chose qu'on a sortie en vinyle. Ça veut dire qui correspond à notre définition moderne de l'album. Voilà. Parce que c'est une œuvre cohérente. Voilà, en Elle format album. existait depuis des années ou non, juste une année avant. Voilà. C'est vraiment au pile-poil. Ok, je vais faire un petit point parce que c'est un peu dense comme séquence. En gros, il y a eu les cylindres, ensuite il y a eu les 78 tours. Sur les 78 tours, on peut imprimer qu'une chanson sur chaque face. C'est à cette époque que commence à exister l'album avec une définition relativement similaire à notre définition actuelle, où on range en gros plusieurs 78 tours dans un objet qui s'appelle album, qui fait penser aux albums photos, d'où le nom. Ensuite, il y a eu le 33 tours, Grande Révolution, puis le 45 tours pour les singles. Sur les 33 tours, on peut commencer à vouloir créer de la musique exprès pour l'imprimer et la diffuser de manière nouvelle. C'est pas de la musique préexistante comme c'était le cas sur les 78 tours. Et du coup, c'est au fur et à mesure, donc on va dire fin 50, surtout années 60, que l'album commence à vraiment naître, quoi. On va dire qu'en général, le rock, c'est quand même un genre qui a énormément porté le format album, et notamment porté le format album jusqu'à ce truc qu'on appellera album concept. Voilà, je vous l'ai fait en vitesse grand V, j'espère que ça a clarifié les choses. C'est quoi pour toi un album ? Déjà, pour moi, il y a deux albums. Il y a l'album concept, qu'on va l'écouter dès le début jusqu'à la fin. Et c'est ça, pour moi, le vrai album. Okay. Après, l'album normal, c'est un album où il y a un ensemble de chansons. Alors, ce qui est dommage dans ces genres d'albums, il y a un ensemble de chansons. Il y a des chansons qu'on va adorer, d'autres pas, d'autres on va écouter, du coup, d'autres on écoute, d'autres on zappe. Et c'est ça ce qui est dommage, que l'album concept, on va l'écouter dès le début à la fin. Pour moi, un album, c'est une suite de sons avec une trame. Voilà, simplement une trame, une narration. Pour moi, un album, en fait, c'est la continuité de ce qu'un artiste a fait toute l'année et du coup, il veut juste nous sortir tous ses meilleurs sons ou son projet à la fin. Donc c'est pour ça que généralement, au milieu, t'as les EP, les mixtapes. C'est pour moi la ligne directrice de l'album qui va suivre juste après, en vrai. C'est une envie de créer un univers qui va durer un certain temps. C'est genre un petit monde fermé sur lui-même, tu vois. Ce qui n'était pas du tout le cas, par exemple, tu vois, quand j'écoutais des albums de One Direction, où il n'y a pas d'âme au truc, tu vois, il n'y a pas d'âme. C'est hyper bizarre de dire ça, mais il n'y a pas de un certain prisme artistique. C'est un peu un truc fourre-tout où genre on fait plein de singles qui parlent de tout et de rien. En fait, là, ce qui est un peu marrant, c'est de voir que personne a la même définition de ce que c'est un album. Wesh les BG, c'est Billy. Et moi, là, si je devais donner la mienne, ce serait encore autre chose. Alors, avant de tomber dans des théories hyper subjectives et hasardeuses, je me suis dit que le mieux, c'était d'aller regarder chez l'industrie musicale, en fait. Qu'est-ce que eux, ils disent quand il s'agit de définir ce que c'est un album. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va se poser, on va faire ça. Du coup, premier truc... Ça me casse j'avais pas vu que je ressemblais autant à une tante riche. On dirait que j'ai 10 ans de plus, c'est pas grave. Ce que j'ai commencé par faire, c'est regarder ce qui se passait en France, comment est-ce que c'était mesuré, défini en France. En France, ceux qui s'en chargent, c'est le SNEP. Donc en gros, le SNEP, c'est pas l'État, c'est un truc privé. Comment vulgariser ça ? C'est eux un peu, genre on va dire, les arbitres de l'industrie musicale en France, et c'est aussi eux qui remettent les certifications, donc tout ce qui est disque d'or, disque de platine, blablabla. Eux, je me suis dit, ils doivent remettre des disques de diamant pour des albums qui ont comptabilisé tant d'écoutes. Avant de certifier des albums, faut qu'ils définissent ce que c'est un album
pour savoir à qui ils peuvent donner des certifs. C'est mon chemin de pensée. Donc je suis allée voir ce qu'ils disent eux. De ce que j'ai trouvé, alors vous allez voir, je dis pas que faut pas prendre tout ce que je dis comme étant exact, parce que c'est très 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 flou, et là j'ai mis les pieds dans un game que je comprends pas encore tout, donc je vous sors des vraies sources évidemment, mais je manque peut-être d'un élément par-ci par-là, ne m'en voulez pas, disclaimer. En gros, le Snap, ils appliquent ce que le Official Chart Company, qui est le même organisme, on va dire, mais en Angleterre, applique. Donc je suis allée voir ce que The Official Chart Company disait sur la définition d'un album, et eux ils définissent ça comme ça. Plus de 25 minutes ou plus de 4 chansons dont le format ne correspond pas à celui d'un single maxi ou d'un single remix selon les règles d'éligibilité des singles. Donc ça c'est ce qui est appliqué en Angleterre et ce qui est appliqué en France. Ensuite je me suis dit, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Comment est-ce que eux ils définissent le truc? Aux États-Unis leur organisme il s'appelle RIAA, pour, je vous le dis dans 5 minutes de tête, Recording Industry Association of America. En fait, eux, ils ont une manière un peu particulière et intéressante, je trouve, de définir ce que c'est un album. C'est qu'ils commencent d'abord par définir ce que c'est un EP, et ensuite, tout ce qui n'est ni un EP ni un single, ce sera un album. Donc en fait, ils définissent par élimination. Ensuite, je me suis dit, les Grammy, la grande académie des Grammy, comment est-ce que eux, ils définissent les albums pour savoir qui est-ce qui compte parmi les personnes qui peuvent compétiter chaque année pour remporter le Grammy du meilleur album de l'année, par exemple. Eux, les Grammy définissent ça comme ça. Ils disent, pour être considéré comme un album, un enregistrement doit contenir au moins 5 titres différents et avoir une durée totale de lecture d'au moins 15 minutes. Ou avoir une durée totale de lecture d'au moins 30 minutes sans nombre minimum de titres. Et dernier truc que je suis allée regarder, c'est l'IFPI qui est en gros le truc international, quoi, l'organisation internationale qui régit l'industrie musicale et tout. Eux, c'est très simple, ils disent vous gérez ça en local. On veut pas gérer ça nous. Chaque région, chaque pays gère ça à sa manière. Ils se mouillent pas, quoi, en gros. Moi, en voyant tout ça, tout ce que j'arrive à me dire quand même, c'est que personne n'est d'accord. Tout le monde cherche une définition un peu large avec des histoires de c'est telle longueur totale ou alors c'est le nombre de tracks qui définit. Bref, personne donne la même durée de temps. Donc en gros, personne non plus dans l'industrie n'est d'accord. Mais il y a un truc sur lequel ils se rejoignent tous, c'est que personne ne définit l'album selon son contenu. En fait, et ça m'a fasciné, personne ne dit un album faut que ça fasse 30 minutes et que ce soit cohérent musicalement. Personne ne dit faut que ça fasse plus de 5 tracks mais qu'il y ait un storytelling. En fait, pour eux, un album c'est juste un format et c'est juste en fait un produit. Et du coup, là, en fait, moi je suis en train de repenser à ce que Djalal il nous a dit en mode il y a le vrai album et l'album concept, enfin cette distinction-là, que Romy aussi a fait. Et je me dis, en fait, peut-être qu'on a des trop grandes attentes autour des albums. Enfin, en tout cas, on en a fait quelque chose que ce n'est pas à la base. On a une attente d'œuvre des albums, alors qu'en fait, de base, c'est juste un support, un objet, un produit, un support de vente, en fait. Et du coup, ça me fait remettre en question, moi, ma définition que j'aurais donnée d'un album. Faut que j'y réfléchisse plus. Je vous drop l'info ici, on s'en reparle plus tard dans la vidéo, je pense. Mais en gros, moi, j'ai envie de dire, je pense que c'est les artistes et le public qui en ont fait des œuvres, alors que l'industrie ne l'a jamais vu comme une œuvre. Ça commence à me faire redescendre des attentes que je peux avoir autour de l'album, et peut-être que c'est une petite réponse à pourquoi je sacralise l'album et pourquoi je ressens en même temps le besoin de remettre ça en question, parce qu'en fait c'est un truc un peu inventé, quoi. I don't know. Mais en fait, il faudrait que je vous donne une définition un peu plus précise de ce que c'est pour moi un album, et rien de mieux qu'un exemple, en fait, pour vous expliquer ce que c'est. Mais du coup, tu sais, j'ai quand même eu ça sur des pieds et des mains. Je l'aime autant cet album parce que ça m'a fait plaisir de voir des gars, genre, respecter le format. Alors, si je donne cet exemple, c'est parce que c'est vraiment un des rares derniers albums qui m'a donné envie d'écouter le projet comme un album. Donc régulièrement, de A à Z, dans l'ordre et tout. Et surtout, c'est le bon exemple pour vous décrire un peu ce que moi, personnellement, j'attends d'un album, un peu des critères que je peux avoir. Pour un peu de contexte, c'est un album de Ness qui est réalisé par Lil Chick. C'est pour ça que je dis ces gars-là. Et c'est un album qui est sorti il y a très peu de temps, là, qui est sorti début mars. Moi, j'ai découvert ça début avril, genre 3 semaines après la sortie, un truc du genre, par hasard. C'est un album que j'ai tellement écouté que là, j'en ai presque marre. Sans dire que c'est un album dont on se lasse vite, c'est juste que moi, j'ai abusé. Mais vraiment, abuser sa mère de l'album. Bref. Alors, attendez, mais je prends la tracklist. En gros, moi, ce que j'aime, ça va être entonnoir, hein. Je vais commencer en étant un Captain Obvious le plus décoré de tous les temps, avant de vous dire des trucs un peu plus niche. Déjà, je kiffe, donc cohérence.
musical, mais qui évolue. Et c'est ça, moi, que j'attends d'un album. J'attends pas que ce soit forcément dans un même genre musical, mais qui est, d'une manière ou d'une autre, une cohérence et en même temps une variété de sonorités. Et je trouve que c'est méga réussi sur cet album. Ah oui, je vais pas vous mettre d'extrait parce que j'essaye de toucher de l'argent avec YouTube. Parce qu'à un moment donné, faut pas déconner. Et donc les droits d'auteur et machin, donc allez l'écouter. Mais dès les premières notes du projet, on sent que t'entres vraiment dans un univers. Et donc j'ai kiffé ça. J'ai kiffé que dès le début, tu sens que c'est pas juste des morceaux qui ont été vaguement faits à la même période, qui ont été mis ensemble sur un projet et on a appelé ça un album. On a réfléchi à une cohérence et une narration et dans les paroles et dans la musique, donc ça j'ai kiffé. Non mais pareil, du coup, cohérence des thèmes abordés et notamment, et ça c'est un vrai truc, qui est pas indispensable mais qui est un vrai plus, j'ai besoin qu'on me fasse un peu bader. J'aime bien ressentir des trucs forts. Et donc, les albums où c'est que turn up, viva la vida. Faut que ce soit vraiment bien fait, mais ça rentrera pas dans une certaine catégorie d'albums qui peuvent vraiment genre m'accompagner à une période de ma vie. That's my opinion. Et je fais ce parallèle. En gros, pour moi, un album, c'est un peu comme une relation dans la vie. Et donc, si je rencontre quelqu'un, trop bonne vibe, trop cool et tout, mais la personne jamais va me montrer de vulnérabilité ou va jamais genre me parler d'elle, me parler de ses problèmes et tout, je vais avoir du mal à connecter on a deeper level. Et ça me fait du coup exactement la même chose avec les albums. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai hit play sur des pieds et des mains, les premiers morceaux, je suis en mode ok, je fuck with les sonorités et la DA et machin, mais c'est le morceau mère-fils où moi je suis en mode voilà. J'ai besoin de ça, c'est assez deep et profond pour que moi j'y ai mis des trucs deep et profonds et que donc j'ai une connexion émotionnelle à l'album et pas juste une connexion de sensations. Tu vois ce que je veux dire? Genre un truc qui me fait danser, je suis en mode je kiffe les sensations mais c'est pas genre des émotions. Donc bref, là, le côté deep que j'ai kiffé aussi sur le projet et surtout, vu que je l'ai beaucoup écouté, j'ai capté au fur et à mesure qu'il y avait quand même une narration dans l'organisation des tracks et que, en fait, voilà, c'est pas un album concept, mais c'est un album qui a un concept. Qui me suit sur celle-là? Non, mais c'est pas, genre, c'est pas l'étrange histoire de Monsieur Anderson. Voilà, on n'est pas là-dedans, mais c'est quand même, c'est accompagné d'un concept, d'un truc qui, je sais pas comment dire, je fais ce geste, d'un emballage. D'un truc qui lie le tout. Et du coup, c'est ça que j'ai kiffé parce que moi, personnellement, je trouve que, on va dire, l'état émotionnel dans lequel t'entres dans le projet, l'état émotionnel dans lequel t'en ressors, c'est pas la même chose. Et donc, il y a une petite narration que je kiffe. Bon, ça, pareil, c'est pas un truc que j'attends particulièrement, mais je kiffe qu'il y ait des morceaux qui soient en miroir. Genre, suffit de lire les titres, en vrai, de la tracklist. Genre, des pieds et des mains, le bruit et le silence, t'as capté. Tout prendre, tout entendre, t'as capté. DMX, SSL, t'as capté, voilà. Et ça, c'est pas important, mais j'aime bien qu'il y ait un petit délire comme ça. Je sais pas, j'aime bien. Ça me fait kiffer. Donc pour résumer, j'attends d'un album qui ait une narration et notamment un accompagnement émotionnel. Peut-être que j'en demande trop, hein. Mais moi j'attends un accompagnement émotionnel des albums que j'écoute. Cohérence musicale et variation, capacité d'être varié dans la cohérence de l'album. C'est de pire en pire les phrases. Et surtout, enfin, non, justement, ce que je disais, c'est pas indispensable, mais c'est required. Si tu me fais bader, on est là, on va bader ensemble, c'est cool. Et d'ailleurs, je le kiffe tellement, dernier point, je le kiffe tellement en entier et il est court, il fait 36 minutes. C'est assez court, tu te le fais rapidement de A à Z. Et en fait, je kiffe tellement comment tous les morceaux sont agencés et surtout comment ils se mettent en relief les uns par rapport aux autres, que je prends pas max de plaisir à écouter des morceaux du projet isolés. Et je trouve que c'est vraiment le signe que... pour mon cerveau, c'est un projet grave réussi. Voilà, petite publicité, allez écouter. Et t'attends vachement aussi dans la presse des trucs de... On attend encore son premier l'album Ouais. qui va le confirmer, etc. Machin. Mais en fait, moi, il y a des tas d'artistes. Mais pourquoi ils font des albums? Ah ouais. Ils sortent que des singles, et c'est très bien en fait. Tu Ah vois ce ouais. que je veux dire? Mais bien sûr. Enfin, moi, j'attends pas des mecs que je kiffe qui fassent des albums. Je suis en mode ce que vous faites, tel que vous le faites, c'est lourd. J'attends pas de vous que vous me fassiez un long projet. Est-ce que tu tisses le même lien avec quelqu'un qui fait un album qui te touche ou un single qui te touche? Mais en fait, je me rends compte que ça m'arrive d'écouter des albums en boucle, mais ça m'arrive d'écouter des morceaux en boucle aussi. Oui. Donc en fait, à partir de là, pas grave. Enfin, tu vois, il y a cette espèce de truc mental aussi de se dire « Ah, je vais être un artiste confirmé, j'ai fait un album ». Mais dans les premières stars
au moment de la musique enregistrée, t'as des gars comme Django Reinhardt, etc., machin, mais qui sortaient des singles, ça apparaissait par-ci par-là, et c'était des artistes énormes, tu vois. Est-ce qu'on s'est pas dit, oui, mais Django, on attend encore le premier album pour confirmer? Mais non, en fait. Les couses, j'ai toujours été transparente avec vous, donc je vais l'être une fois de plus. Tout ce que vous venez de voir de la vidéo, c'est terminé. C'est monté tel que vous l'avez vu. À partir d'ici, je sais pas quoi faire avec la vidéo. Je vais me poser, on va parler un peu. En gros, je crois que la vidéo elle s'est mise à soulever des points, des questions que j'avais pas soupçonnées forcément. Et du coup, c'est pas le moment d'emmener la vidéo ailleurs. Mais je sais pas exactement comment la conclure. Donc je me dis que je vais rester sur un truc assez perso. Et quand je revois ma réaction à ce que JB il me dit, genre celle-là de réaction, je me dis que, enfin bon, ça se voit que je suis pas d'accord. Et j'ai un peu envie de vous parler pourquoi je suis pas d'accord. Je crois que ce dont j'ai envie de parler, c'est je sacralise l'album pas que pour la posture, on va dire, que ça me donne de c'est être une auditrice valide. Vous voyez ce que je veux dire? Une manière très valide de consommer la musique. C'est pas pour ça, je pense, que j'apporte autant d'importance aux albums. J'apporte autant d'importance aux albums parce qu'ils m'ont donné des trucs de fou, genre. J'ai eu des écoutes, des obsessions, des périodes où un album m'accompagnait qui ont été hyper précieuses. Et je crois que ça naît de ça, moi, en vrai. Peut-être je suis trop naïve et je me rends pas compte, mais je crois que ça vient quasi exclusivement que de ça, mon attache au format. Et je sais pas, je voulais vous parler de ça un peu. Est-ce que c'est trop bizarre comme as? C'est trop bizarre. Attendez. En fait, je pense beaucoup à ce que Romy elle m'a dit, parce qu'elle nous a dit, quand elle parle de l'album comme un petit monde fermé sur lui-même. J'y pense tout le temps. C'est devenu mon empire romain, cette phrase. C'est pas pour rien que Romy est ma meilleure amie. En gros, je trouve que c'est la définition la plus juste, en tout cas la plus proche de mon rapport sensoriel aux albums. Là, on parle plus du format comme on a vu que l'industrie définit ça comme, enfin voilà, c'est un produit à l'origine, c'est un objet. Moi là, je parle de l'album, de ce que j'en ai fait moi, émotionnellement. En fait, le côté petit monde fermé sur lui-même, j'y crois 100% et c'est comme ça que je le vis parce que pour moi, c'est un endroit, comment dire, j'arrive même pas à expliquer. En fait, un endroit dans lequel on peut aller s'échapper, qui teinte la vie, ton quotidien, et c'est grave la magie de la musique, et surtout la magie de la musique enregistrée en fait, c'est fou. Enfin franchement, vous voyez, d'être allé au musée, d'avoir vu les débuts de la musique enregistrée, se rappeler en fait que ça a pas toujours été là, ça m'a fait grave, plus apprécier la chance dingue qu'on a d'y avoir accès, et du coup ce truc très nouveau, très bizarre de pouvoir avoir la vision de quelqu'un qui se mélange avec notre vie à nous, romantiser des moments hyper banaux grâce à la musique de genre une légende de la musique quand on veut, où on veut. Je trouve ça dingue. J'ai l'impression en même temps d'enfoncer des portes ouvertes quand je dis ça, en même temps revenons à l'essentiel quoi. Je suis genre c'est dingue. Et du coup moi pour ces moments là où en plus ça s'articule autour une collection de chansons, en fait moi je les pense un peu comme ça, je pense les albums, c'est comme, je sais pas, une collection de vêtements où il y a un thème et du coup t'as plein de tenues avec un peu le même thème mais en même temps ça évolue. Et en fait le refuge que ça peut être un album, moi c'est vraiment un des trucs les plus importants de toute ma vie. Et peut-être je suis folle du bus sur moi à être intense sur un truc un peu banal, mais et j'en ai mais genre des exemples et des exemples et des exemples d'albums qui m'ont aidé, sauvé, accompagné et tout. Je pense à... Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai des idées pour vous parler de ces albums-là en bonne et due forme, mais je pense à Be Happy de Mary J. Blige. C'est un album auquel je reviens tout le temps dès que j'ai besoin de réconfort. Je pense à Blonde de Frank Ocean sur lequel j'ai vécu ma première peine de cœur. Enfin, quand je dis première peine de cœur, il s'agit de pleurer sur le sol, hein. À même le carrelage. Je pense à... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Awaken My Love de Childish Gambino, Ata Vista de Childish Gambino, auquel je reviens souvent, qui m'ont méga aidé, Voodoo D'Angelo, The Miseducation de Lauryn Hill, Everything Is Love de The Carters, donc Jay-Z et Beyoncé, ça c'est un album qui m'a énormément accompagné et aidé, What's Going On de Marvin Gaye évidemment, la discographie de Daniel César, mais notamment les 2 derniers albums de Daniel César. En fait moi dans les albums je range des période de ma vie. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour moi et que je trouve que c'est vraiment un objet artistique hyper utile, hyper versatile et pratique.
Genre vraiment, c'est con à dire comme ça, mais je trouve ça pratique. En fait, la rencontre de l'artiste qui y met quelque chose, une tranche de vie à lui, une période et tout, un sujet, un thème, et moi qui le récupère, et moi j'y mets aussi des choses. C'est très flou et philosophique, je suis désolée, on sort grave de facts et de trucs genre en mode comment ça marche la musique un peu, ou comment ça marche sociologiquement et tout. Là c'est vraiment très très personnel et juste émotionnel. Et pareil, voilà, j'en ai pas parlé tout à l'heure, Debiti Almas Photos de Bad Bunny. Je l'aime autant pour ce que moi j'y ai mis dedans et pour ce que Bad Bunny il m'a donné, pas qu'à moi, mais m'a donné à travers l'album. Je pense à Brighter Lighter de Nick Drake qui m'a accompagnée, qui a été ma BO de mon voyage à New York, qui est genre vraiment un voyage très très important dans ma vie. En fait, j'ai du respect pour le format album parce que j'ai du respect pour le rôle qu'ils ont joué dans ma vie, et si je fais que des métaphores où je personnifie l'album, où je dis pour moi l'album c'est comme un meilleur ami, pour moi l'album c'est comme rencontrer quelqu'un en soirée, j'ai besoin qu'à un moment tu me racontes ta life, pas juste qu'on soit là à prendre des shooters et rigoler, c'est parce que j'ai vraiment ce rapport très très très, je sais pas, intime, humain je pense, aux albums qui m'ont beaucoup aidé dans ma life. Voilà. Et donc, moi les artistes que je kiffe, j'attends qu'ils sortent des albums. J'avoue, j'attends qu'ils sortent des albums. Ça m'aura pas au même endroit, on me touchera pas au même endroit. Si j'ai accès qu'à des singles ou des EP 3 titres, des trucs un peu brefs, et que j'ai pas une collection relativement longue de chansons qui pourra accompagner mon quotidien quoi. Bref voilà, je sais pas trop où je vais, je voulais juste dire ça. C'est très personnel donc vraiment vous en faites ce que vous voulez, ce n'est pas de la science. En vrai dites en commentaire si vous captez un peu ce que je veux dire ou pas. En fait, moi, je trouve qu'il y a... Après, je sais pas où t'en es dans le tête, mais moi, ma vision de ce truc-là, c'est que on a complètement mélangé dans nos têtes le côté... Aujourd'hui, un musicien, c'est un mec qui fait des disques. Alors qu'à la base, un musicien, c'est un mec qui fait de la musique. Et il y a une industrie qui s'est greffée à ça, de l'enregistrement, de la reproduction mécanique et de la vente. Et en fait, l'album, on s'est créé dans nos têtes que c'est des œuvres, alors qu'à l'origine, non. Bah voilà, je pense que JB a tout dit en fait. Je sais même pas quoi rajouter. Non mais j'ai beaucoup repensé en fait depuis qu'on s'en est parlé la dernière fois de ce truc de... quand je vous disais, en fait les artistes et les auditeuristes ont fait des albums, des œuvres, mais en fait l'industrie n'a jamais vraiment vu les albums comme des œuvres, c'est surtout des produits. Et en fait là, d'être allé au musée, d'avoir fait tout ce parcours-là, un peu d'essayer un peu de débroussailler le terrain, je me rends compte effectivement que l'album, à l'origine, c'est vraiment genre l'objet, le livre dans lequel on range des CD. Et ensuite, ça a été le support sur lequel on a publié des morceaux préexistants. Et c'est que, comme je vous expliquais plus tard, surtout pendant les années 60, que l'album est devenu l'album avec notre définition moderne qu'on peut mettre dessus. Mais du coup, c'est vraiment un truc qui est arrivé tard. Et franchement, si on considère que l'époque de l'album commence dans les années 60, ça fait pas longtemps du tout que ça existe, quoi. C'est fou. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ça me fait gamberge, c'est que ça remet en question, moi, mon truc de... Les attentes que j'ai d'un album, en fait, c'est beaucoup quand même... j'ai des attentes autour des albums concept, et j'aime ça. Et en fait, se rendre compte que c'est des attentes qui sont inventées, pas infondées, mais genre très particulières. En fait, c'est l'album concept, ce n'est pas la norme. L'album concept, c'est... selon moi, faire d'un truc pas poétique qui est un produit de vente, un truc poétique qui est une œuvre d'art, quoi. Mais encore une fois, waouh! Chaque vidéo, j'essaye de tourner un truc, il y a des travaux, ça me saoule. Bon, écoutez, on va rentrer parce qu'il y a trop de bruit. Hop! Oh, ma frange, frère, j'ai fait n'importe quoi. Elle va jusque... Elle fait le tour de ma tête presque. Ok, du coup, on en était où? Et oui, si d'ailleurs, un truc dont on n'a pas vraiment parlé mais que j'ai mentionné dans l'introduction. La question c'était, est-ce que l'album est mort? Est-ce qu'il faut sauver le soldat album et compagnie? On n'en a pas reparlé. Donc, on va en parler rapidement. Je vous le dis avant, mais ça fait partie des sujets qui mériteraient, je trouve, une full vidéo. Donc, je lance ici une piste. Vous attendez pas à avoir la full analyse de est-ce que l'album est en train de mourir. Alors moi ce que j'ai vu c'est une enquête Deezer qui a été faite il me semble en 2019, donc ça commence à dater, il faut prendre ça en compte, mais en gros qui révèle que, je vais pas vous dire ça de tête, qui révèle que 15% des moins de 25 ans n'ont jamais écouté un album en entier. Bon, il y a cette info qui est sortie, effectivement nos habitudes d'écoute elles évoluent avec les outils qu'on a sous les yeux, je parle des plateformes de streaming, comment elles sont designées, il y en a peu, voire aucune qui encourage l'écoute d'albums. Les plateformes de streaming ont leur responsabilité là-dedans, donc
souvent je suis un peu en mode remettre la faute sur les utilisateurs, utilisatrices. Waouh, utilisateurs, utilisatrices, c'est chiant. Et je crois pas que ce soit vrai. Je pense qu'il faut être ok avec le fait que les habitudes d'écoute évoluent. En même temps, continuer de créer des albums qui donnent envie d'être consommés comme des albums. Voilà, c'est vraiment dans les grandes lignes là, c'est un peu philosophie de comptoir parce que comme je disais, ça mériterait une full vidéo, franchement. Qu'est-ce qui se dit dans les couloirs des maisons de disques? Comment est considéré le format album au sein des maisons de disques aujourd'hui quand on est en train d'en produire un? À quel point est-ce qu'on pense à la rentabilité? À quel point est-ce qu'on s'adapte? Là, j'ai l'impression de faire l'intro d'une autre vidéo là. Non mais à quel point est-ce qu'on essaye d'anticiper le manque d'attention des gens, ce qui ne fait, selon moi, en partie que aggraver le problème. Parce que si on crée que du contenu où il n'y a pas besoin de se concentrer longtemps, après, les gens, ils sont en mode, les gens se concentrent plus longtemps. Bah oui, donnez-nous envie aussi. Tout ça, hein, ce sera traité potentiellement dans une autre vidéo. Si à un moment, je peux faire cette vidéo, si ça vous intéresse. C'est aussi un endroit de perte de temps. Enfin, tu vois, une perte de temps utile, d'ennui favorable et bénéfique, tu vois. Ou peut-être que, à l'ère de nos sociétés, et qui consomment tout hyper rapidement, enfin, tu vois, je peux pas m'empêcher de relier ça au scrolling, aux réseaux sociaux, au divertissement rapide, à la consommation rapide de produits. Je trouve que, comme on disait, la boucle sur la bouclée au début, de se dire, en fait, écouter un album, c'est prendre le temps de se poser 40 minutes et de s'ennuyer, d'être face à soi, d'être face à une musique que t'aimes pas trop, mais tu vas la faire exister parce qu'elle est au milieu de cet album, et du coup, c'est plus, je pense, c'est un rapport à l'art et un rapport à l'humain et un rapport éthique au monde, tu vois, à prendre le temps. Les bébés! Pardon, je viens de boire un Red Bull, je me calme. On arrive doucement sur la conclusion de cette vidéo. Premier truc que j'ai envie de dire, c'est l'idée n'est absolument pas de vous faire vous sentir mal si vous écoutez pas d'album. L'idée, c'est pas de vous convaincre que vous seriez une meilleure personne si vous écoutiez des albums ou une personne plus intelligente ou quoi que ce soit. C'est absolument pas mon but. Si l'axe de ma vidéo est celui-ci, c'est parce que moi, c'est important pour moi et que mes vidéos, elles sont subjectives et elles sont très teintées par qui je suis. Donc, je veux pas du tout que ce soit pris de la mauvaise manière. Je vous juge pas. C'est ok de pas écouter d'album. C'est hyper légitime. Forcément, je suis pas la personne qui va faire la vidéo qui vous explique pourquoi on s'en fout. Je suis la personne qui vous explique pourquoi c'est important pour moi et donc pourquoi potentiellement ça peut être important l'album, mais en partant évidemment de cette idée qu'on a abordée tout au long de la vidéo, que de base un album c'est juste un objet, un support de vente, donc c'est normal de le désacraliser et on a inventé le fait que c'était un objet important. Donc je trouve ça un peu bizarre et con d'être en mode oh my god, si l'album meurt, la musique va s'effondrer, alors que ça fait très peu de temps qu'on en écoute et qu'on en produit. Voilà, au risque de me répéter, je me répète, comme ça c'est clair. En tout cas, j'ai trop kiffé faire cette vidéo. Déjà, je vais vous parler, en fait voilà, je vais vous parler du Phono Museum, donc le musée qu'on est allé visiter au début de cette vidéo. Je vous mets l'adresse ici, je vous conseille vraiment d'aller visiter ce musée, c'est hyper important. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que la musique ça vous intéresse, donc je suis sûre que ce musée vous intéressera. Là, vous avez vu 15 minutes de ce qu'on a filmé. En vrai, on a filmé 1 heure et en plus on y est resté 2 heures. Donc je suis bien placée pour vous dire qu'il y a énormément de choses que vous allez pouvoir découvrir en y allant. En barre d'infos, je vous ai mis le lien Hello Asso du musée parce que c'est un musée privé et un musée associatif, donc c'est que des bénévoles qui travaillent. Si vous voulez soutenir, mettez, même si c'est 1 euro, mettez un petit peu dans la cagnotte qui est dans la barre d'infos. Donc un grand merci à eux, un grand merci à Jalal pour son expertise. Enfin vraiment, c'était hyper agréable de discuter avec lui. Enfin vraiment, ça m'a ouvert des nouvelles portes dans mon esprit sur la musique. Ça m'a donné 1000 idées d'autres vidéos, rien que la visite au musée. Et dans tous les cas, créer cette vidéo que vous venez de voir, ça m'a donné 1000 autres idées de vidéos aussi. Dites-moi ce qui vous intéresse le plus, mais je pense qu'il y a une vidéo à faire sur qu'est-ce qui se passait avant qu'on puisse enregistrer la musique. Il y a une vidéo à faire sur qu'est-ce que c'est une œuvre quand on peut écouter la même œuvre partout dans le monde, quand on veut, où on veut. Il y a une vidéo à faire sur l'impact des plateformes de streaming, sur nos changements d'habitude d'écoute et qui est le réel responsable dans cette histoire. Un truc dont j'ai envie de parler, c'est le format album. Au sein de la pop culture, il y a une séquence que j'ai coupée de cette vidéo. Je vais pas vous mentir, parce que c'était trop long. Mais en fait, j'ai très envie de parler des albums Eras. Pourquoi, selon moi, les pop stars sont les plus grandes défenseuses de l'album et réinventrices de l'album grâce à leur Eras. C'est une autre vidéo, encore une fois, mais ça me paraît assez essentiel d'aborder le sujet. Enfin, maintenant qu'on a ouvert un peu la boîte de Pandore de les albums, j'ai un peu envie d'aller piocher tous les sujets que ça propose. J'en oublie, hein, je crois que j'en oublie.
Bon, je sais plus. Dites-moi en commentaire. En tout cas, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Merci et bienvenue à tous les nouveaux. Il y a énormément de nouvelles personnes depuis ma vidéo sur Big Flo et Oli. Merci pour vos retours. Merci pour l'intérêt en vrai que vous avez porté à cette vidéo précédente. On commence à se trouver. Petit à petit, vous et moi, on commence à se capter, à se voir, à se eye contact. Je kiffe. Donc merci pour ça. J'espère que celle-ci ne vous a pas déçu. Merci énormément à Sevan qui a filmé la séquence au musée. Merci ma vie. Merci à toutes les personnes qui sont venues discuter avec moi. Il y a eu beaucoup de mecs. Je m'en suis rendu compte au montage, c'était absolument pas fait exprès et je me suis dit wow, attention, next time, au moins que ce soit égal, ma belle, note à moi-même. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai envie de vous refaire un petit chit-chat de fin de vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. D'habitude, je fais un peu ça, je vous fais un petit point sur ma life et la chaîne. Qu'est-ce qui se passe? La vie va beaucoup trop vite. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En ce moment, la vie va beaucoup trop vite et je suis un peu genre... Non mais la vie est belle. En ce moment, la vie est très belle. Il se passe plein de trucs géniaux. Vraiment, je suis très heureuse en ce moment. Même si ça va trop vite et qu'en même temps, je suis un peu stressée. En fait, en ce moment, j'essaye d'être au max sur ma vie professionnelle, mes amis, ma vie perso, moi avec moi-même. Et bah, c'est pas trop possible. Donc il y a plein de moments où je m'en veux, où je m'en mêle les pinceaux, où j'ai plus de batterie sociale alors que j'avais décidé de faire plein de trucs. Donc bref, je suis un peu genre overwhelmed, mais en même temps, de quoi est-ce que je peux me plaindre? Franchement, tout est cool. J'arrive à la fin de mon intermittence, les gars. Quand vous voyez cette vidéo, c'est terminé pour moi, je ne suis plus intermittente. Je n'ai plus de statut. J'ai hâte limite que ça arrive parce que ça m'a trop stressé là, c'est bon, j'en ai marre. Voilà, franchement, j'ai pas trop d'idées pour la prochaine vidéo. D'habitude, j'ai toujours en tête déjà, ou alors j'ai même déjà commencé la vidéo suivante. Là, absolument pas, et je suis même pas décidée sur le sujet. So we'll see. C'est la 12e vidéo. Attendez, on va parler de ça un peu. Là, cette vidéo, c'est presque les 1 an de ma chaîne. Ma chaîne, je l'ai commencée en juin 2025. Du coup, le 4 juin 2025, c'était ma première vidéo. Et là, ça va faire à peu près, voilà, c'est à peu près la date anniversaire. Et c'est ma 12e vidéo. Donc j'ai tenu, je m'étais un peu fait la promesse de faire une vidéo par mois sur l'année. J'ai réussi, sans faire exprès même. Voilà, en tout cas, merci pour ceux qui sont là depuis 1 an. Cœur sur vous. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, cœur sur vous. J'espère que vous allez rester. Voilà. Quoi? Je suis crevée, franchement je suis morte, je tire un peu sur la corde, va falloir que je me repose. Mais je suis très contente et je trouve que les vidéos elles évoluent bien et tout. Donc c'est chouette. C'est cool. Merci d'avoir regardé. Mettez un commentaire, venez sur Instagram, abonnez-vous. Là, tout de suite, vous vérifiez si vous êtes abonné. Et si vous n'êtes pas abonné, vous cliquez. Bref, merci d'avoir regardé et on se voit bientôt. Bisous!